Hello à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de formation pour débutants sur le trading de A à Z. Ici, dans cette dernière vidéo, on va voir tous les produits financiers qui existent ainsi que les deux types d'analyse en trading et en bourse pour analyser les marchés financiers. Sans plus tarder, donc pour commencer avec les produits financiers, on a les actions. Les actions, c'est le produit financier que tout le monde connaît. Je ne vais même pas y revenir dessus parce que je les ai expliqués avant ce que c'était, mais c'est un produit financier à lui-même, à lui tout seul. Ok, donc si vous voulez revenir sur les actions, vous avez juste à aller voir la deuxième vidéo. Donc, on va passer sur le deuxième produit financier qui est les CFD. Donc, CFD, c'est quoi? C'est les Contract for Difference. Les CFD est un produit financier conçu principalement pour les retail. Les retail, c'est qui? C'est les traders particuliers. Donc, un CFD, c'est un produit financier dérivé qui permet aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix d'un actif sans avoir même à posséder l'actif sous-jacent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça signifie en fait que vous pouvez parier sur la hausse ou sur la baisse d'un prix d'un actif. Donc sur l'actif que vous voulez, ça peut être une action, ça peut être une paire de devises, ça peut être une matière première, un indice, une crypto, peu importe, tout ce qu'on propose. Et sur le produit que vous allez parier, en fait, vous n'allez pas vraiment la détenir. Vous n'allez pas détenir cet actif en question. D'où toute la particularité du CFD. Du coup, comment il fonctionne le CFD? Bien, lorsqu'un investisseur ouvre une position avec un CFD, en fait, il signe un contrat avec un courtier pour échanger la différence de valeur de l'actif sous-jacent entre le moment où la position est ouverte et celui où elle est fermée. Donc, par exemple, vous pouvez initier une position longue ou courte. Donc, par exemple, pour un achat, si vous pensez que le prix de l'actif va augmenter, donc vous allez ouvrir une position d'achat, donc une position longue. Donc, si le prix monte, vous allez gagner la différence entre le prix d'achat et le prix de clôture. La vente, c'est si vous pensez que le prix va baisser, vous pouvez ouvrir une position de vente, et donc si le prix baisse, vous allez gagner la différence entre le prix de vente et le prix de clôture, aussi pareillement. Un exemple, vous ouvrez un CFD sur l'action, peu importe, Apple, dont le prix est de, peu importe, 100 euros. Après un certain temps, le prix de l'action monte à 110 euros. Eh bien, si vous fermez la position à ce moment-là, quand elle a 110 euros, eh bien, vous allez gagner 10 euros par action, sans posséder réellement l'action. D'où l'intérêt des CFD. Et pareil pour la vente. Si vous pensez que le prix de l'action Apple va baisser, et la valeur, elle est à 50 euros, et donc vous ouvrez un CFD en short, donc une position courte, donc vous jouez la baisse. Si l'action baisse à 45 euros, alors qu'avant vous l'avez ouverte à 50 euros, eh bien vous allez réaliser un bénéfice de 5 euros par contrat que vous avez acheté. Et pas par action, parce que vous ne détenez pas l'action, mais par contrat que vous avez acheté. D'où l'importance de comprendre le fonctionnement des CFD. Ensuite, vous avez l'effet de levier. Donc c'est aussi la grosse particularité des CFD, c'est que ils permettent, donc ils sont souvent échangés en fait avec un effet de levier énorme, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin vous n'avez que besoin d'un petit pourcentage de la valeur totale de la position pour l'ouvrir. Ça amplifie les gains potentiels, mais également les pertes. Je prends un exemple, avec un levier de 10, vous n'avez besoin que de 10% du capital total pour ouvrir une position. Donc si vous voulez acheter un CFD d'une valeur de 1000 euros, vous n'avez besoin que de 100 euros pour ouvrir ce contrat-là, ce CFD. Ensuite, comme je l'ai expliqué avant, vous ne possédez pas l'actif sous-jacent, donc l'actif en question sur lequel le CFD est référé. Donc ça vous permet d'éviter certains frais, comme ceux qui sont liés à l'achat d'actions ou à la détention d'une matière première par exemple. Ensuite, les CFD vous permettent un accès aux marchés globaux. Les CFD ils permettent d'accéder à une large gamme d'actifs sur différents marchés mondiaux. Vous pouvez trader des actions, je l'ai dit avant, des indices, des matières premières, des cryptos et encore plus via un seul compte de trading. Et d'où là la magie en quelque sorte des CFD. Il n'y a aucun droit de propriété. Donc comme vous ne possédez pas l'actif en question,
eh bien, vous ne bénéficiez pas des droits associés, pardon. Donc, comme les droits de vote, par exemple, quand vous détenez une action, ou encore le droit à la livraison physique pour les matières premières si vous détenez un contrat futur. Voilà le fonctionnement global des CFD. Maintenant, quels sont leurs avantages et les risques des CFD? Donc, en premier, vous avez l'effet de levier, qui est un énorme avantage des CFD. Comme avec un capital réduit, vous pouvez obtenir une exposition qui est qui est très importante sur le marché, ce qui vous permet de maximiser les profits potentiels. Ça vous offre un accès à divers marchés, ça je l'ai aussi expliqué avant. Un trading à la hausse et à la baisse, ça j'ai aussi expliqué avant. Vous pouvez profiter de la volatilité du marché qui monte ou qu'il descende, peu importe. Vous pouvez initier une position longue ou courte, vous pouvez gagner des deux sens. Il n'y a pas de propriété physique, évidemment, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'achat, du stockage ou de la livraison de l'actif sous-jacent. Et ça permet une exécution rapide. Les CFD sont des produits financiers modernes qui offrent une exécution rapide dans les transactions, souvent en quelques secondes. Maintenant, les risques. Et les risques, donc le premier risque, c'est toujours le même, c'est aussi l'effet de levier. Parce qu'avant, j'ai dit que ça peut amplifier les gains, mais comme vous pouvez aussi utiliser l'effet de levier, ça va aussi tout comme dans le mauvais sens. Donc ça peut également amplifier les pertes potentielles. Donc vous pouvez perdre plus que votre investissement initial si le marché évolue contre vous. Ça, c'est méga important à savoir parce qu'en trading, vous ne pouvez que contrôler votre risque. D'où l'importance de comprendre le mécanisme de l'effet de levier et du produit financier sur lequel vous tradez. Il y a le risque de marché encore. Le marché il peut évoluer rapidement et de manière imprévisible. Un changement de prix soudain peut entraîner des pertes importantes. Il y a des frais de financement. On va y venir après. Si vous maintenez une position ouverte d'un jour à l'autre, donc on appelle ça en overnight, eh bien vous devrez peut-être, même certainement, payer des frais de financement. Surtout pour des positions longues. Donc, parce que, en fait, en étant long, vous empruntez des fonds auprès du courtier pour maintenir la position ouverte. Il y a une absence de droit sur l'actif. Je l'ai aussi expliqué avant, comme vous ne possédez pas réellement l'actif sous-jacent, vous n'avez pas les avantages qui sont associés, comme les dividendes, les droits de vote pour les actions, etc. Et il y a une réglementation variable. Selon le pays et la régulation, certains courtiers en CFD peuvent être moins surveillés que d'autres, ce qui augmente le risque de fraude ou de pratiques très peu transparentes. Notamment tout ce qui est courtier en Chypre et tout ça, c'est à bannir. C'est absolument à bannir en tant que trader particulier parce qu'ils sont clairement là pour voler votre argent et pas pour votre bien. Du coup, maintenant, comment l'industrie des CFD fonctionne et comment elle est conçue pour faire perdre les traders retail. Les traders retail, c'est les traders particuliers. Eh bien, nous avons cette formule. Les revenus des brokers, donc les revenus des courtiers, c'est la somme du spread, de commission, du financing turn, des OTC gains et des data. Je vais expliquer pour chaque source de revenus qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça signifie. Donc déjà, pour commencer, nous avons les spreads et les commissions. Les spreads et les commissions, c'est ce qu'il y a de plus connu, tout le monde sait ce que c'est. Donc pour expliquer quand même ce que c'est, les spreads, c'est, permettez-moi de prendre un stylo, donc les spreads, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous avez un prix, ici par exemple à 10, eh bien vous avez le cours d'achat qui est à 11, et vous avez le cours de vente qui est à 9 sur les CFD. Donc, si vous voulez rentrer en position, peu importe sur l'actif en question, donc l'actif, le prix est à 10, eh bien, si vous voulez rentrer à l'achat, vous allez devoir payer 11 euros, 11 dollars, peu importe. Et donc, ça veut dire que dès que vous rentrez en position, vous êtes perdant. Pourquoi? Parce que si vous voulez le revendre immédiatement, le prix il est à 9. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, notamment sur le spread, chez les courtiers CFD. Pourquoi? Parce que le vrai prix, il est à 10, mais vous, si vous voulez profiter d'un mouvement, vous allez payer plus cher que le prix. Donc, ils vont vous mettre le spread, donc le cours d'achat à 11. Et si vous voulez revendre, vous allez revendre à 9.
Donc même, admettons, le prix, il passe à 15. Donc le prix d'achat, il va être à 16. Et le prix de vente va être à 14. Donc, vous allez gagner de l'argent, ok? Si vous achetez à 11 et vous revendez à 14, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner 3 dollars par action, 3 euros par action. Et c'est même faux ce que je dis, 3 euros par contrat que vous avez pris. Sauf que le cours réel est à 15 et, et le cours réel où vous l'avez acheté est à 10. Sauf que vous avez payé plus cher et vous revendez moins cher que le cours actuel. Donc, ils encaissent en fait 2 dollars par entrée et sortie de votre contrat. Lorsque vous achetez, vous payez 1 euro plus cher et lorsque vous vendez 1 euro moins cher. Donc, en fait, par aller-retour, vous perdez 2 euros, 2 dollars, enfin peu importe la monnaie, mais par contrat. Et ça, sur plusieurs trades répétés, ça fait une énorme différence et une énorme source de revenus pour les courtiers CFD. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme des spreads. Pourquoi? Parce que juste en fait, en faisant des trades, ils gagnent de l'argent. Donc leur intérêt, c'est absolument que vous tradiez. C'est pour ça qu'en CFD, vous ne pouvez pas faire de scalping. Si vous faites du scalping sur CFD, c'est des foutaises, c'est absolument des conneries. Pourquoi? Parce que vous n'avez absolument... déjà que de base, vous avez peu de chances de gagner, mais si en plus de ça, vous jouez avec des produits financiers qui sont contre vous, vous n'avez absolument aucune chance de perdre. Pourquoi? Parce que si vous tradez sur les futurs, eh bien vous pouvez rentrer à 9 à l'achat et vendre directement à 11. Donc là, c'est absolument tout l'inverse en fait. Donc déjà juste, en tradant sur les futurs, vous avez plus de chances de gagner que chez les CFD. C'est pour ça que les CFD, moi j'y touche même plus parce que c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Maintenant, ça a certains avantages, il faut le reconnaître. Et les commissions, c'est très simple, tout le monde sait ce que c'est. C'est maintenant, lorsque vous rentrez en trade, en plus de ça, ils vous facturent, je sais pas, je dis des bêtises, mais peu importe, 1 euro. Vous rentrez, vous sortez, il y a 1 euro de frais, 1 euro de commission. En plus du spread, et ils vous rajoutent une commission par aller et retour. Voilà. Parce que vous ne payez pas assez, hein. Évidemment, il y a une commission aussi, ils ont le droit à la commission, hein, évidemment. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Voici donc l'explication concernant les spreads et les commissions qui sont les plus connus en termes de sources de revenus pour la part des brokers CFD. Mais trop peu comprennent, trop peu de personnes, trop peu de traders retail, donc de traders particuliers, comprennent l'importance, l'existence et la mécanique des autres sources de revenus, donc qui sont les data, le financing turn et les OTC gain. Trop peu de personnes comprennent ça, j'entends personne parler de ça, alors que c'est limite leur plus gros business. Et en comprenant cette mécanique et cette existence de ces sources de revenus, de ces brokers-là, on comprend que travailler avec des produits financiers des CFD, donc contre des brokers CFD, on met absolument aucune chance en sa faveur ou de son côté pour gagner en trading. C'est pour ça que c'est primordial que j'explique dans cette vidéo ce que c'est et que vous le compreniez pour qu'ensuite vous avez un recul sur ces produits financiers-là. Il faut savoir aussi que si les seules sources de revenus de ces brokers-là étaient le spread et les commissions, eh bien, ils auraient tout intérêt à ce que les clients tradent le plus souvent possible, avec les plus grosses tailles possibles, et ce, peu importe qu'ils soient rentables ou non. Donc, c'est leur intérêt en soi que vous tradez le maximum. C'est pour ça que certains vous disent faites du scalping sur CFD. Parce que, comme vous l'avez bien compris maintenant, il y a le spread et les commissions. Donc, ils gagnent de l'argent comme ça. Mais, on va voir aussi qu'ils ont aussi tout intérêt à ce que vous perdiez, et qu'en plus de ça, vous tradez le maximum pour que cette formule mathématique-là, eh bien, soit la plus énorme possible. Et c'est ce qui se passe. C'est clairement ce qui se passe. Donc, pour rentrer en détail, les datas. Qu'est-ce que c'est les datas? Les datas, vous, en tant que trader particulier, quand vous initiez un trade, c'est des données, c'est des datas. Eux, ils les collectent, les brokers. Qu'est-ce qu'ils font ensuite avec ces datas? Lorsque vous prenez un trade, oh, tel et tel trader vient de rentrer à ce prix-là et sort à ce prix-là. Eh bien, ils les collectionnent et ils les revendent. Ils les revendent à des fonds d'investissement, à des hedge funds, à des banques d'investissement, bref, à des institutionnels. Et ils revendent ça pour très cher. Pourquoi?
Parce que ces datas-là, donc ce sont vos datas, les datas des traders retail, les datas des traders particuliers, valent de l'or. Ça vaut de l'or, c'est une mine d'or. Pourquoi? Parce que je rappelle que 90% des traders retail particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. 90% perdent de l'argent sur les marchés financiers. Vous pouvez voir ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de PropFirm. Je montre l'étude faite par l'AMF ou qui montre bien que 90% perdent de l'argent et 10% en gagnent. Sauf que les 90% perdent énormément et les 10% gagnent une minorité. Donc là, on voit l'importance de collectionner ces datas et de les revendre. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils collectent de l'argent juste en les revendant. Et derrière, les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils font avec ces datas? Eh bien, ils initient les positions inverses des vôtres. Sauf avec des fonds encore plus importants que les vôtres. Voilà comment ils gagnent de l'argent, mais facilement, d'une facilité juste incroyable. Simplement en initiant une position contre vous. Et c'est là d'où tout le délire de ce marché qui est la finance de marché, qui est le trading, qui est l'investissement. Donc vous voyez en fait que avec vos 100 petits euros, vos 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000, vous êtes personne. Vous êtes personne sur le marché financier. Et du moment où vous plongez dedans, c'est un monde de requins où tout le monde va, sans même que vous le sachiez, eh bien, vont vous manger, simplement. Et là, vous comprenez comment. Du moins, vous commencez à comprendre comment, de quelle manière. Maintenant, qu'est-ce que c'est les OTC? Gain. Donc les gains OTC. OTC, ça veut dire over the counter. Over the counter, ça veut dire contre la partie. Pourquoi? Parce que les brokers CFD, comme je vous l'ai expliqué avant, ne vous fournissent pas l'actif sous-jacent. Donc, quand vous allez ouvrir un contrat CFD, vous allez l'ouvrir chez le broker, chez le courtier. Et c'est lui qui va vous faire le contrat. Donc, en fait, vous allez jouer contre le broker. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le broker, c'est un pari. C'est clairement un pari. Donc, il va parier contre vous. Et comme 90% des traders perdent, eh bien, le broker va parier contre 90% des traders. Et il ne va pas se couvrir. Ça veut dire que si vous voulez acheter un contrat, eh bien lui, il va vous le vendre, il va répliquer les cours. En plus de ça, il réplique les cours qu'il veut, mais plus ou moins, il a tout intérêt à plus ou moins répliquer de la manière la plus juste les cours du vrai actif. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? De toute manière, vous avez 90% de chances de perdre sur le long terme. Donc lui, il va être simplement la contrepartie. Si vous gagnez de l'argent, il va vous créditer de l'argent sur votre compte. Mais sur le long terme, vous avez quasiment aucune chance. Vous avez 90% de chances de perdre. Donc, à partir de ces statistiques-là, si vous gagnez, il va vous donner de l'argent, il va vous créditer de l'argent sur votre compte, mais comme vous avez toutes les chances en fait de perdre sur les marchés financiers, eh bien tout l'argent que vous mettez sur le compte broker CFD, le courtier sait très bien qu'il va les récupérer. Donc dès que vous perdez, votre compte va baisser en valeur et ça va clairement aller dans la caisse du broker CFD. Voilà ce que c'est l'OTC Gain. Donc en fait, c'est clairement le broker est votre contrepartie. Il joue contre vous. Donc en plus qu'il va vous inciter à passer le maximum de trades possible, donc il va encaisser grâce au spread, grâce aux commissions, il va en plus encaisser vos pertes. Et ça va pas être une vraie contrepartie. Donc en plus de ça, il a tout intérêt à ce que vous perdiez de l'argent sur les marchés financiers et que vous continuez, que vous remettez de l'argent encore et encore et qui va vous inciter à perdre, tout simplement. Voilà ce que c'est l'OTC Gain. Et donc, je vais reprendre mon stylo parce que le broker CFD, il est malin, il a deux books, on appelle ça. Il a un book qui s'appelle A et il a un book qui s'appelle B. Voilà. Et dans ces books-là, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, chaque broker CFD va vous classer dans ces deux books-là, va classer tous ses clients dans ces deux books-là. Donc, dans le book A, il va classer les 90% de traders perdants.
Et là, il va faire masse d'argent là-dessus. Et les 10% restants, il va les mettre dans le book B. Et donc, dans le book A, c'est ce que j'ai expliqué, ça va être l'OTC gain. Donc, il va gagner de l'argent en faisant de l'OTC gain. Donc, tout ce que vous perdez en faisant du trading, donc chez le broker, eh bien, ça va directement aller dans sa poche au courtier. Donc, ces 90% de traders, donc presque tout le monde, est classé dans le book A. Il sait que vous allez perdre de l'argent sur le long terme, ils ont des algorithmes, ça se voit en fonction de vos statistiques et de vos probabilités et de votre qualité de votre trading. Donc il va vous classer là-dedans. Tout ce que vous allez perdre va aller dans la poche du broker. Maintenant, il y a 10% de traders qui sont malins et qui gagnent de l'argent. Et surtout qui savent comment gagner. Et là, ces brokers, il doit se protéger contre eux. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent de l'argent, c'est le broker qui va devoir donner les gains de leur poche à ces traders qui sont rentables. Il n'a absolument pas intérêt à sortir de l'argent pour des traders qui sont rentables. Donc, il faut qu'il se couvre contre ces traders qui sont rentables. Comment il va se couvrir? Donc déjà, avec leurs algorithmes, ils arrivent à déceler les traders qui sont rentables sur la durée. Donc, ceux qui sont rentables sur la durée, les brokers CFD les classent dans les books B. Et ce book-là, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Chaque fois qu'un trader va initier une position, eh bien lui, donc admettons, voilà, hop, je fais un petit bonhomme. Là, chaque fois qu'il va initier une position chez le broker CFD, eh bien le broker CFD, lui, il va initier la même position sur le vrai marché financier, sur le vrai marché en question. Voilà, donc d'où le signe $. Donc tous les traders qui initient une position CFD qui sont rentables sur la durée, eh bien le broker va faire la même chose, il va l'initier en bourse sur le vrai marché. Donc ça veut dire, s'il perd de l'argent, ça va aller dans la poche du CFD, mais comme le CFD ce sera couvert, et donc il perdra aussi de l'argent en bourse. Mais cet argent sera remboursé par le trader qui aura perdu. Donc, oui, quand le trader gagne, le broker CFD aura aussi gagné sur le vrai marché. Et s'il perd, eh bien, le broker CFD aura perdu aussi, mais l'argent qu'il aura perdu ira dans la poche du CFD. Donc, en fait, le broker, il n'a absolument aucun risque en faisant ça. Donc, en fait, il gagne à tous les coups. À tous les coups. Et ici, dans le book B, il va gagner de l'argent. Comment sur les traders rentables? Avec le spread, avec les commissions, avec les datas et avec le financing turn potentiellement. Et maintenant, je vais expliquer ce que c'est le financing turn, pardon. Ça, c'est assez technique. Vraiment, quasiment personne ne sait ce que c'est et encore moins comprennent ce que c'est. Donc, chez les brokers CFD, eh bien, ils font généralement référence à des frais de financement qui sont appliqués aux positions ouvertes pendant la nuit. Eh bien, les brokers CFD font généralement référence à des frais de financement qui sont appliqués aux positions ouvertes pendant la nuit. Overnight, on en a parlé juste avant. Eh bien, ces frais, parfois appelés frais de swap, 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 ou frais de rollover, eh bien, ils sont liés au coût de maintien d'une position au-delà de la clôture du marché, donc en overnight. À ce moment-là, il y a des frais de maintien, des frais de maintenance, ou peu importe, frais de swap, frais de rollover. Tout ça, c'est le financing turn. Et donc, quand je vous ai expliqué ce que c'est un CFD, quand vous achetez un CFD, donc c'est souvent des produits à effet de levier. Je l'ai dit plusieurs fois avant. Et donc, ça signifie que les traders n'investissent qu'une fraction de la valeur totale réelle de la position. Et donc, le financement de la position en overnight, elle est nécessaire pour couvrir cette différence-là. Et ça implique un intérêt que le broker soit vous facture, soit vous crédite, en fonction de la direction de la position, que ce soit achat ou vente, et donc des taux d'intérêt qui seront appliqués à votre contrat, enfin à votre trade, en fonction des actifs sous-jacents. Alors, maintenant j'explique un peu plus en détail. Lorsque vous initiez une position acheteuse longue et que vous la déteniez en overnight, eh bien en fait, vous pouvez être facturé
d'un coût de financement. Pourquoi? Parce que cela est considéré comme un emprunt pour acheter l'actif sous-jacent. Lorsque vous achetez, vous empruntez. Vous empruntez auprès de votre broker de l'actif en question et que vous la gardez en overnight, eh bien vous allez emprunter de l'argent. D'où l'intérêt qu'on vous facture du financing term. Alors que si vous shortez, si vous vendez un CFD et que vous détenez ce short en overnight, eh bien dans certaines situations, vous pouvez recevoir des intérêts. Mais souvent, des frais de financement sont également appliqués, surtout si le taux d'intérêt de l'actif sous-jacent est très bas. Mais s'il est élevé, et ça peut être, c'est encore plus le cas sur le Forex, eh bien à ce moment-là, vous pouvez percevoir des intérêts en gardant une position en overnight. Et donc le financing term, ça désigne ces ajustements ou frais de financement qui interviennent quotidiennement pour les positions maintenues ouvertes au-delà d'une certaine heure, souvent après 22 heures ou 23 heures selon le broker. J'espère que vous aurez compris mon explication. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à regarder à nouveau et à réécouter mes explications ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai d'une joie de vous répondre et de vous expliquer le mieux possible ce que c'est toutes ces sources de revenus ou de vous répondre simplement à vos questions en commentaire, par écrit. Alors pour conclure sur les CFD, qui est un produit financier assez complexe, mais très réputé chez les traders particuliers, alors que personne, absolument personne, trop peu de monde comprennent vraiment les tenants et les aboutissants de ce produit financier-là. Je les ai mis en évidence, je les ai expliqués. J'espère que vous aurez bien compris ce que c'est et que ça vous permettra aussi d'avoir un certain recul sur ce produit financier-là, que vous mettiez absolument aucune probabilité de succès en votre faveur en travaillant avec des outils comme ça. Donc pour conclure, les CFD sont des instruments financiers qui sont puissants, qui permettent de spéculer sur une large gamme d'actifs sans les posséder. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leur effet de levier, de la possibilité de trader dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse, et de l'accès aux marchés mondiaux, qui est très facile. En quelques clics, vous avez un trade, peu importe dans le monde. Cependant, leur complexité et les risques associés, notamment à cause de l'effet de levier, encore une fois, en font des produits mieux adaptés aux investisseurs qui sont expérimentés et avertis sur vraiment le mécanisme des CFD et donc sur tout ce que je vous ai expliqué, en partie de cette formule mathématique qui sont les gains, comment les courtiers CFD gagnent de l'argent. Et donc pour les débutants, il est essentiel de bien comprendre les risques avant de s'engager dans le trading de CFD. Voilà pour la partie CFD. Passons maintenant à un marché, à des produits passionnants qui sont les futurs. Qu'est-ce qu'un contrat à terme? Qu'est-ce qu'un futur? Alors, un contrat à terme, ou futures contract en anglais, donc d'où le mot futur, c'est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent, comme des matières premières, des devises, des actions, des indices ou encore même des taux d'intérêt, à une date future prédéfinie et à un prix fixé à l'avance. Ce produit financier est utilisé à la fois par les spéculateurs, tout comme vous et moi, et par des couvreurs de risques qu'on appelle des hedgers. Comment fonctionnent les futurs? Eh bien, déjà, vous avez donc un actif sous-jacent sur lequel vous tradez. Il peut s'agir de n'importe quel actif comme le pétrole, le blé, l'or, le S&P 500 ou encore même des crypto-monnaies. Vous avez une date de livraison parce que chaque contrat à terme a une échéance spécifique à la fin de laquelle l'actif sous-jacent doit être livré ou payé en espèces, selon le type de contrat. Donc si c'est par exemple des matières premières, que vous achetez un contrat futur et que vous le détenez jusqu'à son échéance, eh bien, vous avez l'obligation de recevoir, d'être livré de cette matière première en question que vous avez achetée. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à revendre sa position si vous ne voulez pas vous faire livrer d'un stock de barils de pétrole brut chez vous à la maison. Voilà, simplement. Mais par exemple, si vous déteniez un actif sous-jacent comme un indice ne peut pas être livré. Donc, il sera simplement
payé en espèces. Donc votre position sera liquidée et vous serez remboursé de votre position, que vous ayez fait une plus-value ou une moins-value. Il y a un prix fixé. Le prix fixé du contrat à terme, donc du futur, eh bien, il est fixé au moment de la conclusion de l'accord, donc au moment où vous passez l'ordre sur les marchés des futurs. Ce prix est basé sur les anticipations du marché concernant l'évolution du prix de l'actif sous-jacent. Vous avez une livraison physique ou règlement en espèces, comme je l'ai expliqué. En fait, avant, j'ai juste pris de l'avance. Donc oui, certains contrats à terme exigent la livraison physique de l'actif, comme dans le cas des matières premières agricoles, alors que d'autres sont réglés en espèces, comme pour les indices boursiers. C'est clairement ce que j'ai dit avant. Exemple de contrat à terme. Donc, supposons qu'une entreprise aérienne. Donc cet exemple va vous permettre de comprendre mieux le fonctionnement des produits financiers que sont les futurs. Supposons, donc de base, les futurs sont faits pour les entreprises. Supposons qu'une entreprise aérienne veuille se protéger contre une éventuelle hausse des prix du carburant. Elle peut acheter un contrat à terme, donc un futur sur le pétrole brut, pour verrouiller le prix à 100 dollars le baril, avec livraison dans 6 mois. Donc si le prix du pétrole brut monte à 120 dollars le baril dans 6 mois, eh bien l'entreprise économise 20 dollars par baril qu'elle a acheté, car elle paye le prix verrouillé de 100 dollars dans 6 mois, à échéance 6 mois. Donc si le prix descend à 80 dollars, eh bien elle devra tout de même payer ses 100 dollars. Du moins, elle les a déjà payés, donc c'est acté. Mais au moins, elle a protégé ses coûts contre des hausses imprévues du cours du prix du baril de pétrole. Voilà l'intérêt de ces produits financiers-là pour le monde des affaires, pour le monde des entreprises. J'espère que l'exemple aura été parlant et qu'il vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du marché des futurs. Et donc, en termes d'utilisation des futurs, eh bien, vous avez deux utilisations possibles. Le premier, c'est, comme je viens de le dire grâce à mon exemple, c'est de couvrir un risque. Du moment où vous couvrez un risque, on appelle du hedging ou hedge fund. Hedge fund, c'est les fonds qui se couvrent. Donc, quand ils initient une position, ils se couvrent d'une autre manière. C'est ça un vrai hedge fund. Hedging, hedgers, tout ça, c'est quand vous couvrez un risque. Donc, à ce moment-là, les entreprises ou les producteurs qui sont exposés à la volatilité des prix, eh bien, utilisent les contrats à terme, donc les futurs, pour se protéger contre les fluctuations futures. Par exemple, un agriculteur peut vendre des contrats à terme sur sa récolte pour garantir un prix fixé à l'avance. Ensuite, vous avez la deuxième utilisation possible des futurs, c'est la spéculation. C'est clairement ce que je fais et ce que j'enseigne. Les traders et les investisseurs utilisent les contrats à terme pour parier sur les variations du prix d'un actif sous-jacent sans posséder l'actif. Pourquoi ? Parce qu'ils achètent et revendent. Ça ne les intéresse pas de se faire livrer, par exemple, la matière première en question ou l'actif sous-jacent. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de spéculer. Eh bien, donc, les spéculateurs, ils peuvent profiter des mouvements de marché en prenant des positions longues, donc en anticipant une hausse, ou initier des positions courtes, en anticipant une baisse. Et donc ça, c'est faisable sur le marché des futurs. Leur caractéristique, eh bien, c'est que le marché du futur offre un effet de levier très important aussi. Les contrats à terme sont négociés avec un effet de levier, ce qui signifie que vous n'avez besoin de déposer qu'un petit pourcentage de la valeur totale du contrat pour prendre position. Ce qu'on appelle une marge. Eh bien, ça permet de maximiser les gains potentiels, mais augmente également les pertes possibles et potentielles. Vous avez une normalisation sur le marché des futurs. Pourquoi ? Parce que les contrats à terme sont normalisés. Ça signifie que la taille des contrats, les échéances et les actifs sous-jacents sont déjà prédéfinis par la bourse où ils sont négociés. Vous avez ensuite, comme autre caractéristique, c'est un marché des futurs, c'est un marché qui est régulé. Les contrats à terme sont négociés sur des bourses centralisées. Donc c'est ces bourses-là qui normalisent chaque produit, chaque futur.
Donc vous avez comme bourse centralisée le CME. CME qui veut dire Chicago Mercantile Exchange. On va voir ce que c'est. C'est là, à l'époque, c'est clairement, c'est ça. C'est là où se tradait le produit les marchés des futurs. Sauf qu'à l'époque, c'était pas électronique, c'était, on appelait ça sur le pit. Ça se faisait sur le pit. Donc, ils recevaient des ordres d'achat et de vente. Et c'est ces traders-là, qui étaient sur le pit, dans le CME à Chicago, donc dans le Chicago Mercantile Exchange, et qui négociaient entre eux d'une certaine manière assez bruyante et assez très originale, qui tradaient entre eux les marchés des futurs, les produits futurs. Donc, je disais que donc, ce sont des marchés régulés. Donc, ils sont régulés par des bourses centralisées, comme le CME ou comme l'Intercontinental Exchange. Donc, c'est le ICE. Et en fait, ça garantit la transparence et la régulation des échanges. Et vous avez encore comme autre caractéristique des appels de marge possibles. Qu'est-ce que c'est un appel de marge? Et ça vaut la même pour l'appel de marge pour les CFD. En raison de l'effet de levier, les traders doivent maintenir un certain montant de fonds sur leur compte de trading, appelé aussi marge de maintenance. Et donc, si le marché évolue contre eux, ils peuvent recevoir un appel de marge. Donc, ça veut dire, si vous êtes en appel de marge, c'est que votre perte dépasse le montant de la somme qu'il y a sur votre solde de trading. Normalement, si on atteint ça, ça veut dire vous êtes liquidé, normalement. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, si le montant de votre perte dépasse le solde de votre compte, ça veut dire que vous perdiez plus que ce que vous avez sur votre compte de trading, ce qui peut être très grave parce que ça peut être des sommes mirobolantes. Et à ce moment-là, vous êtes en appel de marge. Donc, si vous êtes en appel de marge, vous êtes obligé de déposer plus de fonds pour couvrir cet appel de marge. Ensuite, évidemment, sur le marché des futurs, il y a des avantages et des risques. Et ici, je montre bien donc le siège social du CME Group, Chicago Mercantile Exchange Center. Alors, pour commencer, les avantages des futurs. Eh bien, vous avez le hedging. Les entreprises peuvent se protéger leur exposition aux fluctuations des prix en se hedgeant. C'est l'objectif premier qu'offrent les futurs. Donc, le hedging. Ça permet un levier. Comme je l'ai aussi expliqué avant, ça permet aux investisseurs d'accéder à des positions très importantes avec un capital relativement faible. Vous avez une transparence et une liquidité très énormes. Les contrats à terme sont négociés sur des bourses qui sont organisées, offrant transparence et liquidité abondante. Ça offre aussi une diversification. Les futurs permettent aussi de diversifier les portefeuilles en accédant à des classes d'actifs très variées, comme les indices, les matières premières, les devises, les cryptos, etc. Mais ça offre aussi il y a des risques entrés dans les futurs. Les risques, c'est toujours et encore l'effet de levier. Bien que le levier amplifie les gains, il amplifie aussi les pertes qui peuvent dépasser l'investissement initial. Il y a une volatilité. Les actifs sous-jacents peuvent être très très volatiles par certains moments, par certains contextes financiers. Et donc, lorsque c'est très volatile, ça augmente le risque de perte. Et ça, il y a aussi le risque d'appel de marge. Si le marché évolue contre vous, vous devrez peut-être ajouter des fonds pour maintenir votre position si vous voulez toujours la maintenir. Mais si vous perdez de trop. Donc pour conclure, les contrats à terme ou encore les futurs sont des instruments financiers complexes qui jouent un rôle clé dans la gestion des risques et la spéculation sur les marchés financiers. Ils permettent de verrouiller des prix futurs ou encore de spéculer avec un effet de levier et d'accéder à une grande diversité de marchés. Cependant, en raison de leur complexité et des risques associés, ils sont principalement utilisés par des investisseurs qui sont avertis ou encore par des entreprises qui cherchent à couvrir leurs risques. Voilà pour la partie des futurs. Passons maintenant au dernier produit financier sur lequel on va aborder, qui sont les ETF. Qu'est-ce que c'est que les ETF ? Alors les ETF, ou encore Exchange Trading Fund, c'est un fonds négocié en bourse qui regroupe un ensemble d'actifs comme les actions, les obligations, les matières premières,
ou encore d'autres instruments financiers. Et donc cet ETF est conçu pour répliquer la performance d'un indice boursier spécifique, comme le S&P 500, le CAC 40, etc., ou encore des indices sectoriels, mais il peut aussi suivre des matières premières ou des classes d'actifs spécifiques. Donc en fait, un ETF, c'est un tracker. Il va traquer ce qu'il doit traquer. Voilà, simplement. Et donc, son fonctionnement, le fonctionnement des ETF. Alors, un ETF, il fonctionne comme une action individuelle sur les marchés boursiers. Ça veut dire qu'il a un exchange, mais au lieu de représenter une seule entreprise ou un seul actif, il représente un panier diversifié d'actifs. Dans l'ETF, il y a plusieurs actifs financiers. Et donc, cet ETF sont négociés tout au long de la journée sur les bourses, comme le NYSE, l'Euronext, avec des prix qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Donc, comme fonctionnement, eh bien, que c'est un indice qui est répliqué. La plupart des ETF suivent des indices. Par exemple, un ETF sur le S&P 500. Donc, vous avez un ETF connu, le SPY, SPY, SPY en anglais, donc qui réplique le S&P 500. Donc, ces ETF-là doivent répliquer la performance de cet indice en investissant dans toutes les entreprises qui le composent. Ça offre une diversification qui est instantanée. Un investisseur achetant une part d'ETF détient indirectement une petite portion de toutes les entreprises ou actifs que le fonds détient. Eh bien, ça permet une diversification même avec un petit investissement. Par exemple, vous voulez acheter le S&P 500. Comment vous allez faire? Eh bien, est-ce que vous allez acheter les 500 actions? Et donc, il en faut du capital pour acheter les 500 actions. Alors que maintenant, vous achetez un seul ETF pour pas cher et vous détenez, en achetant un seul produit financier, vous détenez les 500 entreprises, les 500 actions que compose le S&P 500. Et c'est là d'où tout l'intérêt des ETF. Pourquoi? Parce que à coût réduit, vous avez une potentielle diversification qui est instantanée et énorme. Ça offre aussi de faibles frais de gestion. Ben, je viens de l'expliquer encore, j'ai encore pris de l'avance. Contrairement aux fonds gérés activement, les ETF sont souvent des fonds qui sont passifs. Donc d'où l'intérêt de l'investissement passif bat toujours les investisseurs actifs. Ce qui signifie qu'ils suivent simplement un indice sans tenter de battre le marché. Cela se traduit par des frais de gestion qui sont beaucoup plus faibles. Et ça offre aussi une liquidité. Les ETF peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée comme des actions. Et donc ça offre ainsi une liquidité très importante aux investisseurs. Maintenant, il y a plusieurs types d'ETF. Vous avez les ETF indiciels. Eux, ils répliquent la performance d'un indice boursier comme le S&P 500, le Nasdaq 100 ou encore le CAC 40, peu importe. Un ETF indiciel, vous choisissez sur quel indice vous voulez investir et il y a probablement un ETF là-dessus. Vous avez des ETF sectoriels. Alors eux, donc, suivent des secteurs spécifiques de l'économie comme la technologie, la santé, l'énergie. Par exemple, un ETF technologique pourrait répliquer les performances des grandes entreprises du secteur technologique. Donc on a bien vu dans la deuxième vidéo de cette formation que le Nasdaq est un indice sur les valeurs technologiques et donc vous pouvez investir sur l'ETF indiciel Nasdaq, mais qui est aussi en soi un ETF sectoriel sur le secteur de la technologie. Voilà un exemple. Vous avez aussi des ETF obligataires. Donc eux, ils investissent dans un panier d'obligations. Des obligations d'État, des obligations d'entreprise, peu importe. Et ça pour offrir aux investisseurs un rendement basé sur le marché obligataire. Vous avez des ETF sur les matières premières. Eux, ils suivent les prix des matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole ou les produits agricoles. Ça permet d'investir dans les matières premières sans les détenir physiquement. D'où l'intérêt aussi de comment se diversifier sur le papier, mais pas en physique. Vous avez des ETF géographiques qui sont conçus pour offrir une exposition à des marchés spécifiques, comme à des pays émergents. Donc vous avez les ETF Europe, les ETF Asie, les ETF émergents. Voilà. Vous avez des ETF qui sont inversés et ou à effet de levier. Donc oui, ces ETF sont inversés qui permettent de parier en fait sur la baisse d'un indice.
Donc vous avez par exemple l'ETF inversé sur le S&P 500. Donc si vous pensez que le S&P 500 va baisser, qu'on va avoir une crise, peu importe, eh bien vous achetez un ETF sur le S&P 500 qui est inversé. Donc là, cet ETF va répliquer le cours du S&P 500 de manière inversée. Donc ça veut dire si le S&P 500 monte, cet ETF inversé va baisser. Et si le S&P 500 baisse, cet ETF inversé va monter. Donc si vous pensez que ça va baisser, vous achetez un ETF inversé et ou encore en plus avec effet de levier et il va répliquer le cours inverse. Et donc ces ETF-là, même à effet de levier, utilisent le levier financier pour amplifier les gains ou les pertes. Souvent, les ETF à effet de levier, c'est du x2. Donc ils répliquent le cours, le vrai cours, en x2. Voilà. Exemple d'ETF. Si vous achetez un ETF S&P 500, vous investissez indirectement dans les 500 plus grandes entreprises américaines qui composent cet indice, comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. Eh bien, ça vous permet d'obtenir une exposition à l'ensemble du marché américain sans acheter individuellement les actions de chaque entreprise. D'où là la magie des ETF. Maintenant, pour chaque produit financier, il y a des avantages et des risques. Quels sont les avantages des ETF? Ça offre une diversification. Alors, avec un seul achat, vous obtenez une exposition à plusieurs actifs ou entreprises, réduisant ainsi le risque lié à détenir un seul titre ou secteur. Ça offre de faibles frais. Les frais de gestion des ETF sont généralement beaucoup plus faibles que ceux des fonds activement gérés, donc car ils suivent passivement un indice. Ça offre une liquidité contrairement aux fonds communs de placement qui ne peuvent être échangés qu'une fois par jour. Les ETF sont négociés comme des actions tout au long de la journée, offrant une flexibilité d'achat et de vente en temps réel. Ça offre une accessibilité, même avec un capital relativement faible. Vous pouvez investir dans des ETF et obtenir une diversification importante sur plusieurs marchés, sur plusieurs actifs. Ça permet aussi comme avantage une fiscalité efficiente. Les ETF sont souvent plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds traditionnels, car ils ont tendance à réaliser moins de transactions et donc moins de gains en capital à court terme. Et pour terminer, ça offre une transparence. La composition d'un ETF est généralement publiée quotidiennement, ce qui permet aux investisseurs de savoir exactement dans quoi ils sont investis. Maintenant, parlons des risques des ETF, parce que oui, c'est pas tout beau tout rose, mais il y a toujours des risques en bourse. Le premier risque, c'est le risque de marché. Les ETF répliquent la performance d'un indice ou d'un secteur. En période de baisse des marchés, eh bien la valeur de l'ETF va chuter également. Et encore en plus, donc s'il y a un effet de levier ou si l'ETF est inversé. Donc ces ETF-là, à effet de levier ou inversé, comportent des risques accrus. Leurs performances peuvent différer de l'indice qu'ils suivent, surtout si les positions sont maintenues à long terme. Sous-performance, les ETF répliquent un indice. Donc si l'indice sous-performe, l'ETF sous-performera également. De plus, bien que les frais soient faibles, ils peuvent encore réduire légèrement les rendements au fil du temps à cause de ces frais-là, malgré qu'ils sont faibles. Et la liquidité peut être variable. Bien que les ETF soient généralement liquides, certains ETF moins populaires peuvent avoir moins de volume de transactions, voire même beaucoup moins. Donc d'où l'intérêt de se renseigner sur l'ETF que vous voulez acheter. Il doit être liquide, il doit comporter peu de frais et il doit avoir plein de caractéristiques là pour que ce soit un bon ETF dans lequel investir. Donc oui, certains ETF moins populaires peuvent avoir moins de volume de transactions, rendant beaucoup plus difficile la vente d'une position à bon prix. Pour conclure sur les ETF sont devenus un produit d'investissement très prisé en raison de leur simplicité, de leur faible coût et de leur diversification qu'ils offrent. Mais donc ils permettent en fait aux investisseurs de s'exposer à divers actifs et marchés avec une seule transaction. Tout l'art de la magie des ETF, tout en offrant la liquidité d'une action. Cependant, comme tout produit financier, il comporte aussi des risques, notamment en cas de baisse généralisée des marchés ou pour les ETF les plus complexes, comme ceux à effet de levier. Donc, ils sont donc idéaux pour les investisseurs cherchant un moyen simple et efficace
de diversifier leur portefeuille tout en restant conscient des risques associés. Voilà pour la partie des produits financiers. Passons maintenant aux deux différentes analyses possibles en bourse et en trading. Et finalement, je l'ai décidé de la faire dans une autre vidéo qui, cette fois-ci, sera la vraie dernière, la 4e dernière vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour terminer en beauté cette formation de trading pour débutants. À tout de suite, à très bientôt. Ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name.